67% des entreprises en Suisse expliquent qu'elles ont expérimenté, voire mis en œuvre des solutions autour de l'IA. Par contre, la grosse difficulté, on va pas se le cacher, c'est que la mission de ces gens-là est très mal comprise par le reste de l'organisation. Donc là, on a un vrai segment et un vrai enjeu de formation où juste dire oui, jouer avec l'outil, ça ne suffit plus. Bienvenue dans cette nouvelle interview d'Alpacity. Nous recevons aujourd'hui Alexandre Caboussa, professeur et responsable de la formation continue à la HEG, Yvan Cognas, directeur senior Oracle Europe, et Jean Méneveau, directeur associé chez Columbus Consulting. Ils signent ensemble le dernier livre blanc de l'Observatoire de la data et de l'IA en Suisse, et ils nous racontent cette aventure et nous décryptent la maturité IA des entreprises. Messieurs, eh bien bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour Delphine. C'est un plaisir de vous recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Vous avez un point commun, vous trois, puisque vous venez de signer un livre blanc qui émane de l'Observatoire de la data et de l'IA en Suisse. Et on va un petit peu en parler aujourd'hui, même beaucoup. Ma première question que j'avais envie de vous poser, c'est comment elle est née cette idée d'observatoire, puisque vous venez de réaliser la seconde édition, si je ne me trompe pas. Je veux bien commencer, puisque tu me regardais, Delphine. Déjà, à savoir, c'est un travail à trois qui s'est fait entre la HEG de Genève sur l'aspect académique, Columbus sur l'aspect local, et puis Oracle sur l'aspect plus technologie. Et en fait, le point de départ, c'était de s'interroger sur quelles sont les particularités de la Suisse, sur l'adoption, les enjeux et les opportunités qu'offre l'IA aux entreprises. Donc l'idée, c'était de sortir d'un schéma un peu classique où on a des études mondiales qui parlent de l'IA, mais plutôt de s'intéresser au secteur de la Suisse. Et puis aussi pour dire qu'il y avait, il y a en 2024, quand on a démarré ça, donc plutôt fin 2023 pour le coup, il y avait quand même un sujet de rupture, de grand questionnement pour dire, bon, ok, l'IA c'est cool, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire et pour effectivement reprendre un peu les termes d'Yvan, c'était ce côté, on veut finalement comprendre ce qui se passe sur ce marché-là, plutôt que de simplement raconter des histoires sur ce qu'on peut voir collectivement ou individuellement. Donc l'observatoire, pour nous, était un super outil justement pour se poser ces questions-là et voir finalement ce qu'on pouvait en tirer. Vous aviez plusieurs partenaires, peut-être quelles étaient les attentes de chaque partenaire, toi aussi peut-être à la HEG. Oui, alors la HEG dans le triangle de l'Observatoire, nos attentes, c'était de remplir notre mission finalement, qui est de mieux servir les entreprises du tissu économique local, hein, puisque les HES ont une mission tout d'abord locale. Et pour ça, rien de tel, finalement, d'avoir des insights du marché, de savoir quels sont les besoins. Quels sont les besoins des entreprises, quels sont les besoins des professionnels. Comme disait Jean, il y a eu une rupture, ces besoins changent, très vite. Et on a ressenti finalement aussi ce besoin de pouvoir quantifier tout ça, parce qu'on a des contacts privilégiés avec les entreprises de la région, forcément. Par contre, on n'avait pas forcément d'études quantitatives pour savoir où en était le tissu économique local. Alors comment vous avez un petit peu structuré cette étude ? Comment ça s'est organisé ? Enfin, quelle était un peu la grande ambition derrière tout ça ? Et puis dans la réalité, comment ça s'est passé ? Déjà, il y a eu une première période qui était de s'interroger sur quelles étaient les questions qu'on pouvait poser aux entreprises. L'idée, c'était un peu d'évaluer la maturité des entreprises suisses avec une approche autant quantitative à travers des questionnaires qu'on adressait à une centaine d'organisations et puis également d'interviewer certaines d'entre elles pour avoir des éléments plus qualitatifs. Donc la première version en 2024, ça a été d'analyser l'IA sur plusieurs dimensions, sur les enjeux technologiques, les opportunités d'amélioration de la productivité, de réduction des coûts, sur les choix technologiques que ces entreprises faisaient, et puis sur la manière dont elles mettaient en œuvre l'IA au sein de leur propre organisation. Et l'idée, c'était de sortir un cadre de référence qui permette d'analyser la maturité des entreprises suisses dans l'écosystème suisse, c'est-à-dire dans l'accès qu'elles ont aux technologies, au secteur académique, aux chercheurs et aux entreprises qui les accompagnent, comme Columbus, sur la mise en œuvre de ces sujets
d'IA. Et puis en 2025, on a pu profiter des données qu'on avait en 2024 pour améliorer le questionnaire, mais aussi faire un travail d'analyse et de comparaison. Donc, le rapport Observatoire 2025, en fait, non seulement donne cette maturité en 2025, mais aussi analyse les évolutions depuis 2024. Est-ce qu'il y a eu un bon répondant de la part des entreprises? Parce qu'on a toujours du mal à avoir des retours de ces entreprises qui ont des agendas très chargés et aussi cette envie de répondre à des questionnaires. Comment vous avez un peu motivé les troupes? Alors, je pense que la première année, par nature, quand on monte ce type d'activité, c'est pas la première année où ça se passe le mieux, dans le sens où c'est là où on a le plus d'efforts à faire. La deuxième année, évidemment, comme on avait déjà sorti une première version, évidemment, cette année, c'était plus simple. Je reviens aussi sur un point qui me paraît aussi important pour aussi motiver justement les troupes et surtout les entreprises à y répondre. C'est qu'en fait, cet observatoire, il est vivant. Certes, il y a un cadre, une espèce de référence pour quand on parle de maturité, ce genre de choses. Mais évidemment que les sujets de 2025 qu'on a discutés étaient un peu différents de 2024. Il y a des sujets d'éthique qui sont remontés plus fort. Enfin, on en discutera après. Mais il y a des vrais sujets. Et donc, l'observatoire, pour nous, ça doit être aussi un animal, entre guillemets, vivant. Et pas juste une espèce de truc qui donne l'alpha et l'oméga, mais qui soit plus capable justement d'éclairer les choses. Et on voit que par nature, les sujets d'IA bougent très vite. Donc notre observatoire suit aussi évidemment cette dynamique. Et je crois que vous avez aussi bénéficié de la rigueur, j'allais dire, un petit peu scientifique de Alexandre pour la partie justement des hautes écoles. Est-ce que aussi, peut-être le lien, toi, comment tu t'es servi de cet outil pour ton activité au sein de la HEG? Ouais, il y a vraiment plusieurs dimensions et c'est vraiment un observatoire qui est vivant. La première année, on apprenait en le faisant, hein, on apprenait en marchant. Dans un deuxième temps, je dirais qu'il y a plusieurs points. Alors déjà, l'approche beaucoup plus assumée, quantitative, qualitative, qui a été beaucoup plus mise en avant. Du point de vue quantitatif, on s'est remis autour d'une table la deuxième année en disant mais voilà, comment est-ce qu'on structure? Et c'est vrai que cette approche un peu méthodologique de dire voilà, mais qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on croit, comment est-ce qu'on le vérifie, quelles sont les questions qu'on doit poser pour vérifier ces croyances, et puis l'analyse des données qui suit, qui infirme ou confirme ce qu'on croyait, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus structuré dans un deuxième temps. Et ça, c'est vrai que c'est un peu un cadre un peu plus académique qui est en filigrane qui était en filigrane de l'activité. Et donc se poser la bonne question, quelle est la bonne question, qu'est-ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qu'on pense sur le marché. On avait aussi beaucoup plus de recul pendant la deuxième édition. Le deuxième élément qui, je pense, est aussi arrivé, c'était de ressentir le besoin qu'on avait la capacité, mais aussi l'envie de suivre les choses au fil du temps. Hein, cette notion longitudinale, on est très vite arrivé à la conclusion que faire un observatoire, c'est pas suffisant, mais de faire un observatoire au fil du temps, qui vit organiquement, c'était primordial. Voir les différences, le avant-après, c'était quelque chose qui, du reste, a donné des résultats assez marquants cette année. Justement, on va en parler de ces résultats. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou le plus marqué de cette étude par rapport déjà à 2024, pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette étude en 2025? Il y a beaucoup d'éléments. Le premier élément, comme l'a dit Alexandre, et je crois que c'est un point important à prendre en compte pour cet observatoire 2025 sur les résultats marquants, c'est qu'on est parti avec des hypothèses. Et on a voulu challenger ces hypothèses. Donc il y avait plusieurs hypothèses. Par exemple, les entreprises suisses ont un niveau de maturité relativement moyen ou élevé par rapport aux usages de l'IA. Et en fait, cette hypothèse-là qu'on a contre-validée mettait en évidence qu'en fait, la plupart des entreprises suisses avaient diminué de manière très importante les prototypes qu'elles avaient mis en œuvre en 2024 pour s'intéresser à la mise en production des cas d'usage de l'IA les plus intéressants pour elles. Donc ça, c'est un premier élément. Et c'était important de faire ce travail avec les démarches qu'Alexandre a présentées
Parce que si on avait seulement posé la question, est-ce que vous faites beaucoup de POC, de prototypes, d'expérimentation dans l'IA, on a noté une baisse très importante entre 2024 et 2025. Alors le premier niveau d'analyse aurait été de dire, bien, les entreprises font moins d'expérimentation, peut-être qu'il y a moins d'intérêt autour de l'IA. Mais en fait, grâce à ce travail d'analyse, de corrélation entre toutes les questions qu'on posait, ça nous a permis de resituer la réponse, finalement en mettant en évidence que non seulement les entreprises diminuaient le nombre d'expérimentations, mais c'était pour se concentrer en fait sur des cas d'usage qui avaient une valeur ajoutée en termes de productivité ou de réduction des coûts. Donc le nombre d'expérimentations baisse, mais le passage en production augmente en même temps. Un point aussi qui est, je trouve, assez marquant, c'est, si on prend encore un peu plus de recul, c'est la notion de temps. C'est-à-dire que on disait effectivement alors certes, on n'a que 2 ans sur l'observatoire, mais on se rend compte que sur ces 2 années, le temps passe vite, certes, mais les choses avancent très très vite, encore plus vite sur la partie IA. C'est-à-dire que typiquement les sujets qu'on avait l'année dernière, qu'on a complété cette année, mais par exemple sur l'idée le niveau d'implication de la direction dans les sujets de l'IA, par exemple, les niveaux de compétences, le déploiement des cas d'usage, ce genre de choses. En fait, sur cette année, donc 2025, il y a eu beaucoup d'avancées. Alors, ce qui peut être globalement positif, mais aussi on voit que c'est aussi une course contre ou avec le temps, je ne sais pas, mais bon, en tout cas contre surtout, dans le sens où effectivement les entreprises avancent vite, ça bouge énormément sur cet observatoire, mais aussi on a en tête derrière que les solutions et les possibilités avancent aussi très vite. Donc ça fait partie aussi des sujets que je trouve sont assez marquants. Et effectivement, cette année, on est plus fin dans l'analyse de ce qu'on a pu faire l'année dernière, où finalement, l'année dernière, c'était vraiment avoir une première vision. Et cette année, pour le coup, on est plus dans l'explication et dans la finesse un petit peu plus des choses, on va dire. Bon, il y a deux aspects qui vont étonner en bien. La première, c'est que les entreprises ne s'arrêtent plus vraiment à la qualité de la donnée, qui était un peu une excuse pour ne pas faire plus. Et donc, beaucoup d'entreprises ont reporté que même si la donnée n'était pas parfaite, ça permettait quand même d'avancer. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon message, je pense, à pouvoir mettre en avant via cet observatoire et pouvoir quantifier. Et puis le deuxième, alors c'est vrai qui m'a fait un peu sourire, hein, qui était finalement l'impact d'un système un peu collaboratif. Le côté positif dans l'avancement des travaux, de collaborer avec des startups, avec des gens dans l'externe, de créer des écosystèmes, et en particulier aussi avec des universités. Qu'est-ce que je lisais aussi dans l'étude qu'il y avait cette compréhension de l'IA, et notamment par les dirigeants qui avaient bondi de plus 25 points. Je le note, faudrait peut-être le comparer. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire 25 points Déjà, ma première question, c'était, on parle d'IA, c'est vrai que c'est devenu un mot classique, mais qui englobe beaucoup de choses. Pour les dirigeants, l'IA, c'est quoi? Est-ce que quand on parle de pilote, on parle d'intégrer l'IA générative qui nous aide, par exemple, à rédiger des emails ou à faire des résumés de grands rapports, ou est-ce qu'on est vraiment dans l'intégration de partout de l'IA au sein de l'entreprise? Enfin, c'est quoi un peu votre ressenti sur... C'est pas que je demande une définition, mais peut-être juste un cadre autour de ce mot IA qui a été fait dans cette étude. Je pense que le point qui est important pour justement les dirigeants et les directions de manière générale, c'est qu'elles aient une vraie culture sur l'IA, justement. Alors, ça veut dire comprendre effectivement tous les usages possibles. Ça peut être de la simple aide sur de la traduction, sur de la rédaction, sur la génération de contenu, finalement, la partie générative, mais aussi comprendre que il y a aussi toutes les autres IA prédictives qui sont là, qui sont, elles, beaucoup plus anciennes, entre guillemets, sur lesquelles il y a potentiellement plus de complexité d'accès, ça c'est sûr. Donc pour nous, ce qui est important et ce qu'on voit aussi, et là c'est des corrélations qu'on a pu noter dans l'observatoire, c'est que les dirigeants ont une place importante. C'est-à-dire finalement, c'est eux qui doivent donner un petit peu le souffle, la dynamique, parce que sur le cas d'usage un peu technique, quelque part, on ne leur demande pas ça en fait. Le cas d'usage un peu technique, est-ce que je dois mettre une IA générative, est-ce que je dois acheter une solution, faire ma solution, est-ce que je prends un LLM open source, ou bref, peu importe le sujet derrière, c'est évidemment plus aux équipes opérationnelles d'aller traiter ces sujets-là.
Par contre, elles ne pourront pas le faire. D'où aussi le côté est-ce que je fais un pilote ou est-ce que je déploie à l'échelle. On a besoin que les directions s'embarquent là-dedans et comprennent l'intérêt et en le comprenant, l'incarnent et surtout puissent le pousser. Parce que si elles font juste dire OK, faites un pilote entre vous sur une direction ou juste sur un service, bon, le risque, évidemment, c'est que ça reste un micro-sujet et que ça ne soit pas vraiment une ambition d'entreprise. Donc, pour nous, le point est là, en fait. On parle de Shadow IA maintenant. Je ne sais pas si vous en avez... Oui, c'était remonté. Ça, c'est un élément important, mais qui existe depuis assez longtemps, où les usages de l'IA ont été d'abord développés, mis en œuvre par les collaborateurs eux-mêmes, souvent un petit peu cachés. Le terme de shadow, qui veut dire ombre, en fait signifie que les usages particuliers des solutions d'IA ne sont pas régis par les règles de gouvernance, de sécurité des entreprises. Et donc, ça les expose à des risques de partage de données confidentielles, de mauvais usages ou de mauvaise interprétation des conclusions et des recommandations qui sont faites par l'IA. Donc ça c'est un terme, mais c'est un terme qui existe depuis très longtemps dans l'informatique. On a tous le souvenir, il y a quelques années, lorsque nos entreprises ne nous permettaient pas d'envoyer des mails avec des fichiers en attachement de plus de 30 mégas, d'utiliser des solutions qu'on avait à notre disposition. Et finalement... Mais pour compléter aussi cet aspect Shadow AI, un élément, moi, qui m'a beaucoup marqué dans l'Observatoire 2025, c'est 2 chiffres. 67% des entreprises en Suisse expliquent qu'elles ont expérimenté, voire mis en œuvre des solutions autour de l'IA. IA qui peuvent être donc prédictives. Pour rappeler, l'IA prédictive, c'est l'IA qui existe depuis 20 ou 30 ans. C'est de l'analyse mathématique, c'est une prédiction. Ça peut être, par exemple, pour ceux qui sont suivis, une régression linéaire. Voilà, on a quelques points, et puis on construit une droite, et puis on devine les résultats en fonction des futurs points. Ça, c'est de l'intelligence artificielle qui existe depuis très longtemps, par exemple, dans la maintenance prédictive de matériel. Il y a eu la générative AI, qui est celle qui a vu, je dirais, son introduction auprès du grand public avec ChatGPT fin des années 2022, c'est-à-dire un système qui génère du texte, de la vidéo, du son, des images. Et puis aujourd'hui, on voit aussi arriver dans les entreprises l'IA agentique, c'est-à-dire des agents qui vont conduire des actions. Et 2 chiffres intéressants, je le disais, le premier, 67% des entreprises qui ont utilisé, commencé à explorer l'IA, et seulement 33% des entreprises qui ont associé leur stratégie IA avec leur stratégie d'entreprise. Et en fait, ce qu'a mis en avant l'Observatoire cette année, c'est l'écart très important entre des cas d'usage sur le terrain, mais une déconnexion avec la stratégie d'entreprise. Donc, pour revenir au point précédent, l'enjeu des chefs d'entreprise, des dirigeants, c'est comme le disait Jean, de s'acculturer, de démystifier des sujets, de se former à l'IA pour les directions générales, afin de réduire cet écart et d'avoir une stratégie d'entreprise qui inclut la stratégie de l'IA. Et donc de connecter des explorations, des opportunités d'IA faites localement par les équipes, les employés, les collaborateurs, avec l'ambition et aligner les cas d'usage avec une stratégie. Et ça, c'est peut-être l'enjeu de 2026. Je reviens sur une phrase que tu as dit, c'est se former à l'IA. Et là, je regarde Jean et Alexandre aussi. Qu'est-ce que ça veut dire se former à l'IA? Est-ce que c'est expérimenter, avoir un compte Gemini, ChatGPT ou ce que l'on veut et puis on joue avec l'IA, ou est-ce que ça représente autre chose? Alors, ça veut dire plein de choses, à des échelons différents. Se former à l'IA, alors il y a la notion d'acculturation forcément, qui doit commencer. Et peut-être que c'est aussi un des takeaways de l'Observatoire de cette année, qu'on a un tournant. Les dirigeants ont compris que cet effet allait rester et qu'il fallait le faire, mais ils ne sont pas encore arrivés à aligner la stratégie de l'entreprise avec une stratégie IA. Peut-être qu'on a une croisée des chemins. Question pour le futur, probablement. En termes de formation, alors la curiosité, c'est nécessaire. C'est pas forcément suffisant. Nous, ce qu'on observe, c'est vraiment des segments différents, avec des besoins différents. Dans le retour qu'on a, pas forcément dans l'observatoire, mais du marché local, il y a différentes problématiques. Il y a une partie des employés d'entreprise qui sont au niveau 0. Pour des raisons diverses et variées. Ça peut être par peur de mal faire,
par peur de l'inconnu, par peur du changement. Mhm. Il y a des employés qui ne font rien parce que ça ne les intéresse pas ou qu'ils n'ont pas vu la valeur ajoutée. Donc là, on a un vrai segment, un vrai enjeu de formation où juste dire, oui, jouer avec l'outil, ça ne suffit plus. Il faut vraiment pouvoir montrer des parcours d'évolution de carrière, d'évolution de compétences. Et là, il faut accompagner les gens. On estime souvent à 70-80% des employés qui sont dans cette situation-là. Après, il y a deux autres créneaux. Il y a nous, ce qu'on appelle les champions, c'est-à-dire les employés qui font du Shadow IA, qui ont déjà de l'avance, qui ont vu la valeur ajoutée, qui ont cette curiosité naturellement et qu'il faut peut-être cadrer. Et là, alors, les compétences à acquérir sont différentes. Là, on parle d'éthique, on parle de protection des données, on parle de sécurité, on parle de ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît, avec les données de l'entreprise. Donc là, les compétences à développer sont différentes. Puis le troisième segment, ce sont les dirigeants. Et là aussi, dire juste jouer avec l'outil, ça ne suffit plus. Ok. Pourquoi? Parce que les compétences à développer, c'est des compétences stratégiques, c'est des compétences business, c'est réaliser que peut devenir notre entreprise dans le futur, quel va être le changement de modèle d'affaires, probablement. Et puis identifier dans leur roadmap, et ça c'est aussi un jeu de la formation, par où commencer, quels sont les cas d'usage, par où est-ce qu'on peut commencer pour convaincre des équipes. Donc tout est un peu lié, mais aujourd'hui, juste donner une licence et dire jouer avec, je crois qu'on a tous observé que ça suffisait plus. Ok, on est arrivé justement à ce point où il faut aller un peu plus loin. Oui, vas-y. Non, pardon. Ouais, donc, côté Columbus, c'est vrai qu'on a... Bon, évidemment, je partage largement les segments. On voit les mêmes personnes, hein, donc jusqu'ici, tout va bien. Plus sérieusement, nous, c'est vrai que notre métier, c'est plutôt sur les projets de transformation. Donc, quand on arrive sur de la formation, de la culturation, il y a toujours en toile de fond, justement, de se dire, OK, si on arrive là-dessus, c'est surtout parce que derrière, il y a un agenda autour de la transformation sur les sujets de data et de l'IA. Donc, ça change un petit peu la dynamique. Je dirais que même si on reprend un peu plus de recul encore sur ce qu'on a tous vécu, c'est-à-dire les transformations digitales, même s'il y en a encore maintenant, mais à l'époque, quand on parlait de digital, il y a à peu près 20 ans, c'était pas très clair pour les entreprises sur ce qu'elles pouvaient en faire, mais c'était quand même assez concret pour dire le digital, je sais ce que c'est, j'ai plus ou moins un téléphone, ou en tout cas j'ai un site e-commerce, je vois ce que c'est un canal d'interaction. La data, il y a. Là, pour le coup, c'est beaucoup moins clair. C'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un qui n'est pas un utilisateur chevronné, un dirigeant, par exemple, ou une dirigeante, on lui pose la question de ce que c'est et de ce qu'elle peut faire. Elle a un vrai sujet derrière. Je dis, je ne sais pas, en fait, si elle a l'honnêteté de le dire vraiment. Donc, pour nous, sur ces formations-là, c'est vrai que pour reprendre ces segments-là, nous, ce qu'on essaie surtout de faire côté direction, c'est de l'inspiration, en fait. C'est qu'ils comprennent le potentiel. Effectivement, pas leur mettre un outil dans les mains. Parce que, bon, c'est sympa, mais on est persuadé que, vu leur agenda, ils ne vont pas l'utiliser longtemps. Et puis, ce n'est pas forcément l'approche qu'on veut avoir. C'est plutôt dire, on veut vous montrer les potentiels qu'il y a derrière pour que vous puissiez les comprendre. Pas forcément tous les assimiler, mais savoir ce qui se passe, ce qui peut se passer à l'extérieur. Et à partir de là, essayer un peu de vous projeter. En fait, c'est surtout cette notion de projection qui est importante, comparativement à d'autres segments où c'est plutôt l'inverse, ou plutôt les freiner. Les geeks un peu enthousiastes, sur lesquels, c'est des super utilisateurs de plein de solutions, mais ils n'auront pas forcément les bonnes idées pour l'entreprise si on veut effectivement avoir des vrais projets de transformation à l'échelle. Donc c'est un peu cette espèce d'étau qu'il faut pas forcément resserrer, mais en tout cas qu'il faut jongler avec. Et pour nous, effectivement, les personnes les plus importantes, encore une fois, c'est plutôt la direction, en fait, parce que les gens qui sont déjà dans de l'IA, qui utilisent des solutions un peu tactiques, un peu qui est du niveau du Shadow AI, ou en bref, qui soient un peu très opérationnels, si on leur propose autre chose encore plus avancée, plus intégrée, plus facile, alors ça les ferait peut-être moins rêver, mais ils vont voir que derrière, c'est quand même assez cool. Voilà. Donc ils vont plus facilement y aller. Par contre, les dirigeants et dirigeantes, là, il y a un sujet d'inspiration et de projection qui n'est pas du tout technologique pour le coup. Je complète juste parce que à la Haute École de Gestion de Genève, cette année, on commence à avoir des dirigeants qui nous contactent et qui ont l'honnêteté de dire, écoutez, on ne sait pas.
Ouais. On ne sait pas par où commencer et on a besoin de ce plan de route on a besoin de l'accompagnement. Donc, ça commence et donc, c'est plutôt un bon signe, je pense, de pouvoir aussi admettre que si on ne sait pas, on le fait avec quelqu'un d'autre. Ouais, Ouais. je vais compléter aussi sous le point de vue d'Oracle. Lorsqu'on rencontre des dirigeants, il y a un aspect qui ressort important, c'est que dans le cadre de leur transformation digitale ou des sujets de transformation dont on a beaucoup parlé ces dernières années, il y avait un aspect de linéarité, c'est-à-dire qu'en fait, la croissance des capacités technologiques était linéaire. Alors que chaque année, on avait des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles capacités digitales que les entreprises pouvaient absorber. Mais c'était linéaire. Mais dans le cerveau des dirigeants, cette linéarité, on la comprenait, on la maîtrisait. Aujourd'hui, force est de constater qu'avec l'IA, chaque semaine, on a des innovations, des nouvelles approches. Et donc, on est dans un aspect beaucoup plus exponentiel. Et c'est là où ça bouscule beaucoup, parce qu'en fait, on n'est pas habitué à prendre en compte ces évolutions exponentielles. Ce que l'Observatoire a mis en avant, c'est justement cet écart grandissant entre les capacités offertes par l'IA et la capacité des entreprises à les absorber et à les adopter. Alors chez Oracle, nous, on a identifié 3 éléments qui permettent aux dirigeants d'adopter plus rapidement ces technologies. 3 aspects. Premier, avoir confiance dans les données que vous utilisez. C'est-à-dire que si les données de votre entreprise ou les données publiques que vous utilisez, vous n'avez pas confiance en elles, l'adoption ne se fera pas. Deuxième aspect, c'est utile pour vous. C'est-à-dire que ce n'est pas une IA qui va vous aider à faire des choses qui ne font pas partie de votre quotidien, mais c'est vraiment des éléments qui vont vous permettre de prendre des décisions dans des environnements toujours plus complexes. Donc, utile. Et puis le troisième aspect, intégrer dans vos routines de travail tous les jours. C'est-à-dire pas avoir des outils trop externes qui sortent trop de votre environnement professionnel, mais bien avoir des capacités d'IA sur lesquelles vous avez confiance dans vos données, utiles pour conduire votre travail tous les jours et intégrer dans vos routines, dans vos systèmes et dans vos applications, par exemple. Peut-être un point que je trouve aussi intéressant de souligner au niveau de ces projets d'IA. Le premier, c'est que vous parliez de dirigeants et l'IA concerne toute l'entreprise et n'est plus seulement réservé, c'est plus un projet informatique ou un projet de digitalisation qui concerne le département informatique. J'ai l'impression que ça, c'est déjà un premier changement qui marque beaucoup les structures organisationnelles Ouais. d'aujourd'hui. Peut-être vous pouvez rebondir là-dessus. J'ai Je vais d'autres donner points, un mais élément, un oui. élément très concret d'entreprise qu'on rencontre en Suisse, et ça c'est très très intéressant. Vous l'avez dit, le sujet de l'IA n'est pas un sujet informatique. D'ailleurs, on peut constater que les départements informatiques ont beaucoup de problèmes, et c'est pas leur jeter la pierre, mais beaucoup de difficultés à engager l'innovation au sein de leur entreprise, parce que la majorité de leur budget, c'est d'abord pour maintenir l'existant. Mm. Donc les pistes d'innovation, souvent les départements informatiques voient des choses, mais manquent de ressources Mhm. pour pouvoir conduire ces transformations dans l'organisation. Après, il y a ce fameux effet Shadow AI dont on a déjà parlé plusieurs fois, où tous les départements explorent, testent des choses en leur sein pour des usages qui concernent leur département. Il y a une fonction qui devient très intéressante dans le cadre de ces projets de transformation, c'est les fonctions RH, qui pourraient s'approprier. Moi, je les invite d'ailleurs à se former, à explorer, à piloter ce type de projet. Et j'en viens à un élément qu'on commence à voir, qui est que dans certaines organisations, pour améliorer l'adoption de ces technologies IA et pour donc les accompagner dans une transformation utile, efficace, sur la performance, améliorer le travail des collaborateurs, en fait, on fusionne les départements RH et IT. Mm. C'est-à-dire que l'IT va s'occuper de l'aspect technologique et RH va s'occuper de l'aspect change management, organisation, parce qu'on en parlera peut-être, mais l'IA bouscule énormément les organisations, parce qu'on vient avec des solutions qui viennent collaborer avec les humains. Des agents IA, mais qui n'ont pas de manager, Mhm. qui ne sont pas dans un département, qui ont une fonction souvent cross-département. Et donc, ça bouscule un peu les modèles d'organisation, parfois même les hiérarchies. Donc, le fait d'associer les départements RH et IT peut-être dans une nouvelle entité, dont il faudra trouver le nom, ça peut être un aspect très intéressant. Peut-être donner aussi notre vision qu'on a aussi pas mal, nous, expérimenté Columbus. Je vais reprendre mon petit parallèle
plus ou moins pertinente avec le digital aussi. On parlait à l'époque de digital office, c'est-à-dire effectivement quand on savait pas quoi faire de ce truc du digital, on disait ok, on crée quelque part une organisation temporaire. Il y avait les fameux CDO de l'époque, hein. Il n'y en a plus beaucoup sur Terre maintenant. Ça montre bien que c'était un job temporaire. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, OK, on a un sujet qui va nous transformer, on ne comprend pas tout, on ne voit pas tous les potentiels, on crée un digital office en centrale qui va nous permettre d'y voir plus clair et puis d'arroser l'ensemble de la société, la compagnie, enfin l'entreprise. Et puis, une fois que les choses seront intégrées, le digital office, quelque part, il disparaît, c'est un CDD et on s'arrête là. Nous, ce qu'on voit aussi sur la partie IA, c'est un peu la même chose. Et nous, on aime bien travailler dans cette partie-là parce qu'on voit que souvent, c'est un bon levier de transformation, c'est avoir un data IA office qui, du coup, se crée. Alors là, du coup, lui, il est très transverse. Il n'est pas côté IT, il n'est pas côté métier. Il a une vraie organisation en tant que telle. Donc, il a une vraie mission. Sa mission, elle est simple, hein, c'est de se dire on doit développer tous les sujets d'IA. Alors, quand on dit IA, en fait, il y a data et IA, c'est toujours la même chose. Il y a quand même une grosse majorité de gros projets data qui sont derrière dans les entreprises qui ont effectivement un historique et un passé applicatif. Et bref, là, je ne vais pas parler de SI, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont derrière. Donc, il faut quand même maîtriser ce truc-là, comprendre c'est quoi les données, et que les métiers comprennent les données qu'ils ont et ce qu'ils peuvent en faire. On revient sur ce côté inspirationnel et projection autour de ça pour pouvoir faire de l'IA derrière. Et donc, du coup, comme eux, ils sont en centrale, je rejoins effectivement ce que disait Yvan sur le côté, comme ils sont en centrale, ils peuvent créer des solutions, des cas d'usage transverses par nature. Par contre, la grosse difficulté, on ne va pas se le cacher, c'est que la mission de ces gens-là est très mal comprise par le reste de l'organisation. Encore une fois, je disais tout à l'heure, le data IA, c'est des choses qui sont peu claires. Alors on dit maintenant, on crée une organisation autour d'un truc qui n'est pas clair. Alors là, pour le coup, on rajoute une couche de pas clair. Donc, il faut justement être assez vigilant là-dessus. Donc, nous, on aide beaucoup ces organisations-là, justement, à se créer. Alors, au-delà d'une création ex nihilo, c'est surtout d'avoir une vraie légitimité, d'aller vraiment chercher des sujets, pas uniquement des pilotes, mais avoir une ambition et d'avoir tous les bons facteurs clés de succès pour qu'on puisse aller de l'avant dans l'organisation. Juste peut-être pour compléter, pour montrer que finalement l'IA maintenant touche tout le monde, hein, et pas seulement l'IT ou pas seulement certaines couches de l'entreprise. On a certaines entreprises qui reviennent vers nous avec un enjeu qui est de dire on ne veut laisser personne derrière. Le nobody left behind. Et ça, ça devient une préoccupation parce que ça serait très facile de créer des entreprises à plusieurs vitesses sur ce sujet. Oui. Et les dirigeants, en tout cas certains d'entre eux qui nous ont contactés, pour eux, c'est un vrai enjeu. Bon, c'est une question aussi centrale. On l'a vu dernièrement à leur effet d'annonce Accenture et le licenciement assez massif d'une partie de l'équipe. Est-ce que c'est l'IA qui remplace? J'avoue que je n'ai pas regardé en détail, mais en tout cas, ça associe des projets d'intelligence artificielle dans les entreprises avec des licenciements possibles, puisque finalement, l'automatisation, c'est aussi ça. C'est l'automatisation d'activités que les gens faisaient au sein des entreprises. Alors Accenture, c'est vrai que je peux du coup en parler puisque c'est super. une vraie société à l'origine de conseil de services maintenant de manière plus générale. Donc nos métiers sont proches clairement. Donc oui, effectivement, eux, ils sont habitués à faire les choses de manière un peu, on va dire rapide et énorme, on va dire ça comme ça, rapport à leur taille évidemment. Mais effectivement, ça pose la question en mauvais français, du reskilling en fait, c'est-à-dire d'avoir effectivement, donc là ça dépasse la notion de service, c'est dans toute entreprise de se dire, en fait on a, on le voit sur tous les projets de transformation et sur l'IA en particulier, c'est effectivement de se dire qu'on va arriver avec ces nouveaux projets-là, l'organisation doit changer en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire la même chose, enfin faire différemment avec les mêmes personnes et les mêmes compétences. Évidemment, le modèle de compétences évolue fortement. Alors, il y a des compétences qui bougent assez bien, facilement, et c'est super, et tout le monde est content. Mais évidemment, il y a des compétences des gens qui ont des compétences qui ne servent plus. Et donc, se pose la question de comment on traite ce sujet-là. C'est évidemment un vrai sujet humain, de société, d'entreprise et tout ce qui va derrière. Donc, évidemment que la formation a un gros rôle à jouer, mais il y a aussi le côté aussi rapidité de tout ça. Oui. C'est ce qu'on disait. Donc, effectivement, Accenture étant Accenture, eux, ils bougent vite et donc ils y vont. Maintenant, je ne souhaite pas que tout le monde fasse comme Accenture, évidemment, mais il y a quand même un objectif de transformer aussi les compétences derrière et pas juste transformer des projets de manière un peu radicale, quoi.
Si on prend le point de vue du retour sur investissement, le ROI qui est si difficile aujourd'hui à calculer au niveau des projets d'IA dans les entreprises, peut-être quelques mots. Accenture a dû faire un retour sur investissement positif en 2025, du coup. Mais qu'est-ce qu'il en est, en fait, de ce retour sur investissement au sein des Bon, entreprises? c'est le vrai sujet. En fait, lorsque les entreprises mettent en œuvre des prototypes, des explorations de l'IA, souvent c'est une approche qui est très drivée, si je puis dire, ou pilotée en tout cas par les technologies. Ce qu'a mis en avant l'Observatoire 2025, c'est la nécessité de requalifier les besoins en IA sous l'angle de la valeur ajoutée. Mhm. Alors, elle a plusieurs natures. La première, qui est la plus évidente et que chacun d'entre nous profite de manière individuelle, c'est la productivité personnelle. Elle se mesure. Mais l'enjeu de la productivité, c'est que souvent, elle ne touche pas à la bottom line. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez dire, je vais économiser 5%, 10%, 15% du temps d'un collaborateur sur une fonction de support, de vente, de développement informatique, etc. Mais on reste sur un niveau de productivité individuelle. Et donc, il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui développent des frameworks, des modèles qui vont leur permettre d'évaluer un gain en termes de réduction de coûts, en termes de création de valeur. Alors, ce qui fait qu'en 2025, on voit beaucoup d'implémentations d'IA qui commencent par se poser la question, ou en tout cas dans les premières questions qu'elles se posent, c'est comment allons-nous mesurer la valeur de ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Mm. Par exemple, dans les applications Oracle, tous les sujets d'IA embarqués dans les applications donnent lieu à ce qu'on appelle de la télémétrie, de l'observabilité, qui va permettre de mesurer est-ce qu'on a économisé du temps sur un processus, est-ce qu'on a supprimé des étapes inutiles, est-ce que sur certaines tâches, on a pu les automatiser, et puis est-ce qu'on a amélioré la collaboration entre l'IA et le collaborateur, sachant que l'objectif de l'IA reste d'augmenter le collaborateur et pas de le remplacer. Donc, sur le sujet du calcul de retour sur investissement, en fait, il y a plusieurs méthodes qui se mettent en œuvre aujourd'hui, mais ce qui ressort le plus, c'est d'avoir des indicateurs assez simples qui déprioritisent un petit peu la partie productivité individuelle et qui se ressentent plutôt sur justement l'apport en termes de bénéfices ou la réduction des coûts au niveau des équipes, au niveau des organisations. Donc on sort d'un sujet IA très individuel à un sujet d'IA organisationnel. Et donc je reviens au thème que la fonction RH aura probablement à prendre de plus en plus de poids dans l'accompagnement de ce type de projet parce qu'elle va avoir un impact sur les organisations. Comment les individus, moi personnellement j'utilise l'IA dans mon quotidien, je manipule de l'information toute la journée, donc ça m'est très utile. Du coup, on fait beaucoup plus en moins de temps. Donc on rajoute en fait de l'activité finalement dans son activité. On parle de productivité et de gain de temps. Comment dans une entreprise les gens utilisent ce temps qui est dégagé finalement par les outils d'IA? Ce qu'on voit, je reviens aussi du coup un peu sur ce que disait Yvan, le côté un peu mesure, ce qui est un vrai sujet, et effectivement d'augmenter la mesure et pas uniquement prendre une mesure purement héroïste dans le sens quantitatif du terme, j'ai été plus productif, je fais moins d'heures, ce genre de choses, mais élargir à des sujets qualitatifs. Dans tous les sujets d'innovation, on a toujours du mal au début on a des idées sur l'impact, mais l'impact réel derrière, il est important de confronter au terrain. Et donc, effectivement, sur du qualitatif, ça va être par exemple de dire sur une fonction RH qui va beaucoup plus vite sur un processus de recrutement, on va lui préfiltrer, faire un pré-screening, enfin un préfil, pardon, par exemple de CV. Évidemment, c'est la chargée de recrutement qui va valider à la fin, mais en tout cas, ça va lui faire gagner beaucoup de temps, surtout si elle a reçu 100 candidatures la veille pour le lendemain. Donc évidemment, elle va gagner du temps. Par contre, le temps qu'elle va dégager, elle va pas juste le prendre pour faire une autre chose ou prendre le job de son voisin ou de sa voisine, mais plutôt de se dire, je vais être un peu plus qualitatif dans ce que je vais faire sur les candidats qui me restent. Voilà. Donc c'est investir plus de quali quand effectivement le quanti disparaît un peu. Il y a beaucoup de jobs aujourd'hui sur lesquels on est analyste de quelque chose et finalement on passait jusqu'ici 3/4 de son temps à sortir la donnée et très peu de temps à vraiment l'analyser. En fait, l'idée, c'est que ce ratio s'inverse C'est intéressant. et de se dire,
le temps que je dégage, je l'utilise pour effectivement l'utiliser par rapport à ce que je sais faire, analyser. C'est-à-dire, mon expertise, c'est là qu'elle vaut quelque chose. Voilà, donc et là, pour le coup, toutes les IA du monde aujourd'hui et sans doute demain ne seront pas capables de me remplacer là-dessus. Donc, sa dernière partie, je dois la garder. Et évidemment, il faut aussi mesurer, comprendre qu'est-ce que ça veut dire de mieux mesurer, mieux analyser, surtout cette partie qualitative. Donc pour nous, c'est aussi important que dans ces projets-là, on pense justement à des choses qui soient pas purement héroïstes, mais aussi très qualitatives, qui ont une vraie valeur pour l'entreprise. Qui n'est pas une valeur peut-être très court terme, mais qui peut se mesurer sur son positionnement, sur sa qualité de produit, sur tout un tas de choses qui ne finit pas dans un ROI de projet, quoi. Est-ce que ce sont des questions qu'on aborde justement dans les CAS ou dans d'autres formations, hein? Alors, je rebondis juste Oh, là-dessus pardon. parce que je crois que on a tous une liste de choses qu'on aimerait faire Oui. et qu'on n'a jamais le temps de faire. Et c'est un peu l'enjeu, mais c'est aussi enfoncer une porte ouverte, hein, qui est de dire, avec ce temps dégagé, on va peut-être pouvoir faire des choses qu'on aimerait faire. La grande question, c'est est-ce qu'on a les compétences pour le faire? Parce qu'on peut rêver, mais à un certain moment, oui, le job va changer, on va être plus qualitatif dans l'analyse, mais peut-être que on ne sait pas encore comment, on n'a pas encore les bons outils, et donc la montée en compétences devient encore plus importante. Alors, c'est forcément la porte ouverte de comment on va gérer le changement des équipes et faire monter les gens en compétences, quel que soit le niveau dans l'entreprise, hein. Oui, c'est des problématiques qui sont adressées dans les programmes de formation à tout niveau. Euh, sur ces questions, je dirais porte ouverte, hein, sur la gestion du changement, la gestion des équipes, oui, les dirigeants ont encore besoin d'avoir plus de compétences en gestion du changement. C'était le cas il y a 10 ans, ça sera encore le cas dans 10 ans. Peut-être que nous, on s'interroge, mais nous, de manière qualitative, hein, sur comment accompagner aussi les collaborateurs, pas forcément les équipes en dessous de nous, mais les pairs, qui ont peut-être un peu moins d'avance que nous. Donc, cette montée en compétences, c'est le grand sujet, hein, du 21e siècle dans la formation. On ne raisonne plus en contenu de formation, on raisonne en compétences acquises, on raisonne en référentiel de compétences. Et dans toutes les formations, normalement, ce référentiel doit incorporer des compétences qu'on a identifiées dans le cadre de l'IA. Il y a une compétence que l'IA peut beaucoup aider, et je vais donner un exemple très concret, c'est le leadership. Si vous voulez améliorer votre leadership avec l'IA, vous pouvez faire quelque chose de très très simple et je pense de très très efficace. Vous pouvez déjà vous interroger sur une question que vous avez ou une problématique que vous avez dans votre organisation. Vous demandez à une IA générative de vous aider à résoudre une problématique. Vous appliquez tout ou partie des recommandations que vous fait cette IA générative et, le point le plus important, vous partagez avec vos équipes votre expérience d'avoir utilisé l'IA pour résoudre un problème, avoir mis en œuvre les recommandations et obtenir des conclusions. Est-ce que ça a marché ou pas? Et en fait, on associe l'intelligence artificielle avec l'intelligence collective à ce moment-là. Et c'est là où on commence à partager. Et on sort de ce schéma « je me cache quand je fais de l'IA », le shadow AI, mais je partage mon expérience de l'IA, je développe mon leadership grâce à l'IA et je partage les meilleures pratiques avec le reste de mes équipes pour, je dirais, démystifier le sujet de l'IA et explorer ensemble, collectivement, une sorte de bibliothèque de bonnes pratiques, comment l'IA peut nous aider à résoudre des problèmes très concrets dans notre entreprise. Donc voilà un exercice excessivement simple à mener qui a un impact direct sur votre leadership. Et je pense qu'aussi, par rapport à ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est le côté critique. C'est-à-dire de se dire, OK, bon, il y a peut-être 80% des choses qui sont assez simples et qui sont triviales, entre guillemets, que l'IA générative va sortir. 20% qui vont potentiellement être à côté de la plaque, ou en tout cas qui ne s'appliquent pas au domaine, au contexte et tout le reste. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir justement des experts internes qui connaissent le sujet, qui disent, oui, mais ça c'est super, mais ça on ne va pas le faire. L'idée est bonne, mais son application est sans doute pas adaptée, etc., etc. Donc c'est aussi créer de la discussion autour d'un sujet qui a plutôt tendance effectivement à renfermer les gens sur eux-mêmes et sur leur capacité à juste faire des choses plus vite, quoi. C'est un gros enjeu, l'esprit critique, dans la formation, parce que maintenant on est en présence de différentes générations. Où, les nouvelles générations vont
ont une tendance à vouloir utiliser l'IA de manière un peu trop directe. Et donc, la compétence principale, à nos yeux, pour le futur, ça va être l'esprit critique. Ça va être de pouvoir critiquer ce qu'on lit, l'output. Euh, Nous, on est dans une génération où, quelque part, on fait des choses avec l'IA qu'on pourrait quand même faire, qu'on saurait faire. Oui. Et donc, on peut critiquer l'output et dire, voilà, ben ça, je garde, j'applique tout ou partie de la recommandation de l'IA. Les nouvelles générations ne seront peut-être pas là-dedans. Et comment les fait garder le garde-fou de l'esprit critique et dire, mais non, il y a des choses qu'on utilise et il y a des choses qu'on n'utilise pas. C'est ce qu'on observe maintenant sur les générations qui arrivent. C'est un gros enjeu. Ouais. Justement, ça m'amène sur cette question de comment vous voyez les futurs usages de l'IA, et notamment l'IA comme compagnon de vie, dans le sens où moi, parfois, j'ai l'impression d'avoir un compagnon de vie parce que je pose des questions effectivement dans mon job, mais j'ai tendance aussi à lui poser beaucoup de questions sur ma vie privée, sur, je sais pas, sur... une situation familiale ou autre. Et il y avait toutes ces questions aussi de comment on sépare notre IA compagnon personnel de notre vie privée, de notre vie publique, sans passer sur les questions de protection des données. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, comment l'entreprise en fait, arrive à faire la différence entre privé et public. Bon, je partageais l'expérience qu'on a avec nos clients chez Aura qui utilisent déjà l'IA dans le cadre de nos applications. Alors, sur la vie privée, j'ai peu de retour d'expérience, mais au moins, je peux partager un retour d'expérience Je suis sûre qu'il y en a. sur l'usage de l'IA. Alors, toute IA qu'on utilise aujourd'hui à titre privé, elle s'appuie sur des données publiques. Ce qui intéresse les entreprises, c'est de compléter ces données publiques avec les données de l'entreprise. Et donc, pour avoir des recommandations qui soient dans leur contexte. Par exemple, quel prix je dois vendre ce produit sur ce marché. C'est évidemment, ça s'appuie sur des données externes de type les compétiteurs, des études de marché, mais ça s'appuie aussi sur des données d'entreprise. Est-ce qu'on a déjà des clients? Est-ce qu'on a déjà vendu ces produits? Est-ce qu'on a déjà des expériences? Et donc, l'enjeu des organisations aujourd'hui, c'est d'avoir le meilleur de ces deux mondes, les données publiques qui ont entraîné notamment ces modèles et donc qui vont permettre d'avoir des informations généralement sourcées, et puis les données d'entreprise. Et donc, c'est l'association de ces deux types de données qui va vraiment créer de la valeur. Après, la question qui se pose aussi, c'est comment l'individu se positionne par rapport à une IA qui a l'air d'être, et chaque fois qu'elle évolue, de plus en plus pertinente, et j'irais même jusqu'à dire quasiment de plus en plus parfaite. Et en fait, ce qui peut-être, et c'est une question ouverte, définit ce que c'est que l'IA, c'est son côté perfection. C'est-à-dire, plus elle est entraînée avec des données d'entreprise et publiques, plus les recommandations qu'elle fait sont pertinentes. Alors évidemment, mieux la question est posée, et plus la réponse est pertinente. Mais on aboutit quand même vers un domaine quasiment de la perfection. Mais ce qui caractérise les humains, c'est leur imperfection, justement. Et c'est justement peut-être pour ça que quand des humains discutent entre eux, cette imperfection, c'est la source de l'authenticité. Et donc, sans aller jusqu'aux usages personnels et privés, comment ça pourrait impacter les gens, il faut quand même regarder que s'il y avait un match entre l'IA et les humains, plus sur un sujet on dispose de données, plus l'IA sera parfaite. Mais moins on dispose de données sur un sujet, plus l'humain est pertinent dans sa prise de décision. Et donc, sur tous les sujets sur lesquels on peut s'interroger, où on sait qu'il y a un volume de données qui peut être exploité pour faire une recommandation, l'IA sera toujours meilleure. Mais il y a beaucoup de sujets, par exemple des nouveaux sujets, des innovations pour des entreprises, des nouveaux marchés, des nouvelles façons de vendre, des nouvelles façons de conduire des processus, où il n'y a pas de données et où le bon sens de l'humain, qui s'appuiera sur un jeu de données très limité, va être plus, je dirais, pertinent qu'une IA qui ne sera mal entraînée parce qu'il n'y a pas beaucoup de données. Peut-être qu'aussi, sur le côté, si on reprend la question pro-perso, je pense que le sujet de l'usage, finalement, il est autour de ça. C'est si une personne se jette sur l'IA pour en faire son expérimentation, son propre usage, son propre compagnon, c'est bien. Je pense que ce sera toujours l'entreprise qui donnera un cadre.
pour dire, mais en fait, attention, les données personnelles, la partie éthique, qu'est-ce que vous faites avec? Mhm. En fait, souvent, on l'a vu aussi sur le digital de l'époque et les Ouais. réseaux sociaux. C'est pareil, avant, on jetait sur les réseaux sociaux. Et finalement, c'est en entreprise, on nous a commencé à nous dire, mais en fait, LinkedIn, Facebook, tout ça, Meta, bref, paradoxalement, c'est l'entreprise qui nous a plutôt expliqué, en tant qu'utilisateur, finalement, les limites du système parce que il y avait besoin de les comprendre. Après, je pense que chacun fait ce qu'il veut de cette IA. Moi, j'ai en tête, petite anecdote qui me fait beaucoup sourire chaque fois que je vois, il y a une pub d'un grand fabricant américain de smartphones, mais dont c'est pas le cœur de métier à l'origine. Bref, où ils utilisent leur jolie IA pour savoir si, je crois que c'est la coriandre, va aller avec tel plat. Pour moi, ça, c'est le truc qui montre bien la limite du système. Effectivement, il y a des gens qui veulent savoir. Mon exemple est peut-être un peu trivial et un peu ridicule, mais il m'a interloqué. Il y a des gens qui ont besoin de se rassurer avec une IA pour savoir si la coriandre va avec un truc ou pas. Mm. Mais il y a plein de gens qui veulent juste pas en savoir. Ils veulent juste se dire, bon, un chef cuisinier, je ne suis pas persuadé qu'un 3 étoiles va s'amuser à demander c'est quoi ma prochaine grande idée de menu pour faire un menu avec d'exception. Alors, sans être un chef 3 étoiles, juste expérimenter aussi, savoir une expérience sur un sujet comme ça. On veut surtout pas mettre d'IA entre la nourriture, la bouffe, voilà, le côté culinaire de la Mhm. chose, le côté émotionnel, et nous, voilà. Donc, je pense que c'est aussi... Alors, s'ils ont fait cette pub, je pense qu'il y a eu plein de grandes agences qui ont réfléchi sur le côté est-ce que ça a un sens et tout ça. Donc, oui, ça a un sens pour plein de monde, mais le sens n'est pas le même pour tous. Donc, c'est à Mhm. chacun de faire sa culture, je pense. En entreprise, c'est plutôt l'entreprise qui va donner la culture qu'elle veut avoir vis-à-vis de ses collaborateurs. Par contre, chaque individu, évidemment, qui doit créer sa propre culture sur l'usage de son compagnon IA, quel qu'il soit. Mm. Ouais, l'Observatoire a mis en avant quelque chose d'intéressant, c'est une des premières étapes pour une entreprise qui met en œuvre l'IA et qui va justement donner certaines limites éventuellement, et puis aussi un potentiel, c'est définir une charte qui va définir, alors qui est écrite généralement collectivement, pas seulement par les dirigeants, hein, mais aussi par les collaborateurs, pour définir ce qu'on va faire de l'IA, quel est le cadre qu'on va lui donner. Par exemple, on ne va pas remplacer des collaborateurs, mais on va augmenter des collaborateurs, rendre des tâches qui étaient automatisables et potentiellement pénibles, plus intéressantes, notamment en sortant d'un schéma où on collecte des données, mais vers un schéma où on passe plus de temps à analyser les données collectées. Et donc, cette première étape de définir ensemble une charte, c'est un point que l'Observatoire a mis en avant comme une première étape assez intéressante et qui permet justement de plus facilement intégrer les communautés de gens champions, sceptiques ou un peu passifs par rapport aux nouveaux usages de l'IA et de rassurer sur un cadre qui est proposé par l'entreprise. Justement, sur la prochaine étape de cet observatoire, est-ce que vous allez intégrer pleinement l'IA dans l'analyse plutôt non pas quantitative mais qualitative? Je ne sais pas, comme ça, je pensais à des enregistrements de personnes qui pourraient envoyer avec l'audio et des analyses. Est-ce que ça, ce serait des pistes envisageables? Parce que vous parliez d'essayer de mesurer de manière assez rapide et constante les évolutions. Alors, je commencerai, je laisserai mes collègues se projeter vers le futur. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Il y a aussi une dimension sur laquelle j'aimerais insister, c'est l'observatoire comme entité un peu organique. Un des enjeux et une des préoccupations qu'on avait était aussi d'incorporer non pas de l'IA, mais des étudiants dans la problématique, de pouvoir développer des compétences d'être humain. Et donc, et ça, c'est une des missions à HES, hein, de pouvoir être très en lien avec la réalité du terrain, donc travailler avec des vraies données, travailler avec des vraies données d'aujourd'hui, de 2025. Ça permet de développer des compétences de personnes qui vont entrer sur le marché du travail en 2025. Et ça, je pense que c'est important de garder en tête que si on veut justement, dans cette balance humain contre IA, pourra encore avoir des personnes qui critiquent les outputs, qui ont cet esprit critique, et ben ça passe aussi par les incorporer dans cette réflexion-là. Mais je laisse mes collègues se projeter vers le futur. Il y a deux éléments déjà pour 2026 qui sont sûrs. C'est le premier, c'est cette triptyque académique, local et global qui sont représentés par les trois entités d'aujourd'hui va rester. Parce que ça, c'est un aspect qui
différencie aussi la Suisse par sa capacité à faire travailler des grandes organisations, des entreprises locales et le secteur académique. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est toujours de questionner le marché sur les pratiques, c'est-à-dire de vraiment recueillir, de faire ce travail de collecte de données qui pourrait être automatisable avec l'IA, pourquoi pas, mais vraiment de capturer un maximum de données pertinentes, crédibles, utiles pour que les organisations puissent prendre des décisions sur cette collecte de données de l'Observatoire. Quelques aspects qui vont certainement être à discuter encore, mais il y a un élément, c'est on a vu en 2024 la partie exploration, prototypage de l'IA. On a vu en 2025 les premières mises en production. Probablement 2026 pourrait être la phase d'industrialisation de l'IA. Et donc, c'est un sujet qui nous passionne déjà, de voir comment, au-delà de choisir quelques cas d'usage et de les mettre en production, ce qui est déjà très difficile, et donc c'est intéressant de recueillir les bonnes pratiques, c'est de voir comment les organisations ou celles qui ont pu passer à une étape supérieure, qui est celle de l'industrialisation de la mise en œuvre de l'IA. Et puis, un autre élément qui pourrait nous intéresser en 2026, à voir, c'est cette année, on a eu une analyse, tout secteur d'industrie confondu. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que le niveau de maturité des entreprises autour de l'IA est indépendant de leur secteur, de leur industrie. On aurait pu penser, c'était une hypothèse de départ qu'on a challengée et balayée à travers l'Observatoire, c'était, il y a peut-être des secteurs d'activité, le luxe, l'horlogerie, le retail, le secteur public, qui étaient plus ou moins matures. En fait, non. Donc, c'est d'ailleurs assez intéressant de le noter, c'est quel que soit votre secteur d'activité, vous n'avez pas un niveau de maturité qui vous est assigné. Mais on sera intéressé probablement en 2026 d'aller un peu plus dans les détails et de voir par exemple s'il y a des différences entre la Suisse atlantique, la Suisse romande et de voir est-ce qu'il y a des écosystèmes, des environnements qui sont plus propices à cette phase d'industrialisation de l'IA. Et pour du coup compléter, alors évidemment, c'est encore des sujets ouverts, tout ce qu'on se dit, puisqu'on l'a pas posé à 100%, mais 2025, effectivement, on l'a vu que c'était beaucoup de sujets autour de on fait des choses. Ce qui serait bien pour boucler justement sur le ROI, de se dire mais ok, vous faites des choses, c'est plutôt un problème, une solution, enfin le côté voilà, ça m'apporte une façon de travailler, ça m'apporte en gros une solution. La vraie question, c'est l'impact, de se dire mais est-ce que ce truc-là, est-ce que grâce à l'IA, vous avez eu un impact sur votre organisation? Quand je dis impact, c'est dans le sens, alors bien sûr, il y a la partie compétence et tout le reste qu'on a déjà adressé, mais plus le côté, est-ce que ça change votre métier? Est-ce que ça transforme votre métier? Est-ce qu'il y a des sujets que vous ne faites plus du tout de la même façon? Est-ce que potentiellement, il y a peut-être même des nouveaux sujets que vous êtes allés chercher parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez tout simplement capable de le faire avec les gens en présence qui ont du coup travaillé autrement? Enfin bref, le côté impact métier qui du coup dépasse largement simplement j'ai mis en place une solution, elle est utilisée, j'ai réussi à mesurer un temps passé de mes équipes, tout ça, ok, mais si on prend du recul, est-ce que ça a un vrai impact pour votre entreprise, votre positionnement, votre métier? Bref, ça je pense que c'est des sujets qu'on va introduire, en espérant bien sûr qu'il y ait des réponses qui soient oui, et qu'on puisse en discuter largement. Voilà. Mais je pense que ce sera un sujet. Ouais. Et puis, pour conclure, il y a le sujet qui revient depuis les 2 ans, finalement, c'est que le plus gros frein, ça reste la gestion du changement, la gestion des équipes et non pas les aspects technologiques. C'était le cas l'année passée, c'est le cas cette année. C'est vrai que ça nous intéressera de voir si on va dans la bonne direction et est-ce qu'en termes de culture IA, culture d'entreprise, est-ce qu'on peut observer une espèce d'homogénéisation de l'attitude par rapport à l'outil. Comment on peut vous aider? Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que on peut participer à l'étude? Vous allez lancer prochainement, j'imagine, une communication, un lien où on pourrait aller participer. Enfin, s'il y a quelque chose à lancer aujourd'hui pour attirer du monde, allez-y. Bon, il y a 2 choses très pratiques. La première, c'est accéder au rapport de l'Observatoire 2025 pour découvrir plus en détail notre approche méthodologique qui a été présentée aujourd'hui, les résultats qu'on a obtenus, les recommandations qui ressortent des organisations qu'on a interviewées. Ça, c'est la première façon. C'est de s'approprier ce type d'outils, d'observatoire,
l'observatoire et de l'appliquer dans ses propres organisations pour voir comment je peux faire évoluer sur tel ou tel sujet. Et puis la deuxième façon, eh bien, en vous inscrivant pour télécharger cet observatoire, probablement nous vous solliciterons par mail en vous invitant à répondre à l'édition 2026 et partager avec le reste de la communauté de l'observatoire eh bien, les résultats, peut-être également les échecs ou les difficultés que vous avez rencontrées et qui seront autant de sources de bonnes pratiques qui serviront le reste de la communauté. Je dirais que pour nous aider, il faut exprimer ses besoins. Faut exprimer alors les échecs et les succès, c'est une chose, mais surtout dans quelle mesure est-ce que voilà, nos secteurs peuvent accompagner les entreprises. L'Observatoire en a mis en avant quelques-uns, mais des cas d'usage, il y en a probablement d'autres. Ça devient quel est le besoin de vos entreprises et quelle est la valeur ajoutée que vous voulez viser. On mettra le lien de toute façon dans la description YouTube, donc tout le monde pourra vous contacter. Merci beaucoup. Dernière question que je pose toujours aux invités. Est-ce que vous auriez une ressource inspirante à partager, une chaîne YouTube, un podcast, un livre qui a marqué votre vie ou toute autre information que vous trouvez pertinente? Moi, je veux bien partager un livre qui date un petit peu, qui est un best-seller, qui est écrit par James Clear, qui s'appelle Atomic Habits, et qui explique notamment que vous n'atteignez jamais, vous ne développez pas votre organisation en mettant des objectifs, mais vous atteignez le niveau de vos systèmes. Et ça, c'est intéressant. Voilà, quelles que soient les ambitions, les objectifs que vous mettez en place dans votre organisation, par exemple, utiliser l'IA pour améliorer tel ou tel processus, tel ou tel département, commencez par mettre en place les fondations, les systèmes, les applications, et c'est probablement là-dessus que vous allez atterrir plutôt qu'au niveau des objectifs. Alors de mon côté, si je devais, j'ai redécouvert en fait une chaîne YouTube. Enfin, je connaissais l'organisation qui s'appelle Y Combinator, qui est donc un gros accélérateur américain de start-up type Airbnb. Donc voilà, ça donne un peu le cadre. Mais ils ont surtout, et j'avoue, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, une chaîne YouTube sur laquelle justement ils ont ils ont un côté un peu détaché vis-à-vis on va dire de la tech, même s'ils sont en plein dedans, mais évidemment, comme tout le monde, j'ai suivi Sam Altman à ses débuts. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent et on va dire sous influence et tout le reste. Donc voilà, disons que là, pour moi, c'est une bonne chaîne YouTube dans le sens où voilà, si on va avoir un peu des informations sur les CEO des sociétés autour de l'IA, évidemment, qui fonctionnent plutôt, enfin, qui décollent, qui proposent des choses différentes et surtout avec une vision de la société. Surtout ça qui est évidemment important, au-delà de la techno, évidemment. Donc voilà, ce serait un petit peu ma petite chaîne YouTube que j'ai redécouverte récemment. Oui, alors rien de révolutionnaire de mon côté, mais je pense qu'une référence que tout bon preneur de décision devrait avoir, c'est le Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, parce qu'on a des décisions à prendre tout le temps, on doit les prendre rapidement, mais quelle est l'importance de la donnée, quand utiliser la donnée, quand devoir prendre un petit peu de recul et ralentir les choses. Je pense que c'est une problématique de savoir ralentir les choses de nos jours. Messieurs, merci infiniment. Bravo encore pour tout le travail qui a été mené et qui va continuer d'être fait. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Merci.